Donc, bonjour tout le monde. J'espère que ça va. Aujourd'hui, on va parler du chapitre 2. Donc, si on récapitule là où on s'était laissé la dernière fois, c'est-à-dire pas très loin, on avait juste présenté le format du cours ainsi que le plan de cours et aussi une introduction à l'informatique en général. Je pense que j'avais fait peut-être quelques lignes de Python devant vous et surtout un peu de pseudocode pour montrer c'est quoi la pensée qu'il faut avoir. Aujourd'hui, on va changer un petit peu ce qu'on va faire. On va parler de la représentation des données. Donc, séance dernière, j'avais parlé de comment on représentait les données dans un ordinateur. Donc, c'est quoi la RAM, c'est quoi un disque, puis c'est quoi le fait que dans un ordinateur, tout est un nombre. Et spécifiquement, ces nombres-là sont formés de 0 et de 1. Laissez-moi 30 secondes. Il faut que je gueule après mes colocs qui eux-mêmes sont en train de gueuler d'un bout à l'autre de l'appart, puis je suis pas mal sûr que mon mic le pogne. Ok, c'est bon. Donc c'est ça. Aujourd'hui, représentation des données, on va parler les bits, les octets, puis comment on les manipule. On va faire un peu de Python justement pour montrer comment le Python les manipule. Je vais peut-être même faire quelques lignes de C++ juste pour vous montrer de quoi ça a l'air dans différents langages. Ouais, ça se peut que vous les entendiez pas, là, parce que j'ai quand même bien seté mon gain de mic, mais quand même. Hum, ok, fait qu'on va commencer ça aujourd'hui. Mais avant de parler de ça, je veux passer à travers les choses que j'avais pas eu le temps de faire la dernière fois, c'est-à-dire juste présenter rapidement le Moodle, qui a absolument rien dessus parce qu'on vient juste de le créer. C'est comme, peut-être que vous êtes au courant, mais ce qu'on est en train de faire, c'est un nouveau cours. Donc, c'est pas un cours qui s'est donné dans le passé. Fait que c'est sûr qu'on est en train de peupler les choses à mesure. Fait que si je vous montre juste rapidement le Moodle, donc si vous allez dans vos cours, vous avez probablement remarqué que plus tôt cette semaine, donc après le cours, parce qu'il n'était pas encore créé, qu'on avait fait notre séance de lundi, il y a INF 1007 qui s'est créé. Là-dessus, vous allez voir, il y a tout le temps, à peu près sur tous les trucs Moodle, un forum d'annonces. On s'en sert pas. Fait que allez pas là-dessus, faites rien avec ça, on va juste pas s'en servir, on pourrait même le cacher. Il y a le plan de cours, donc je vous avais dit la dernière fois, inquiétez-vous pas, je vais vous donner le plan de cours, il est là. Donc ça, c'est pas la version présentation que je vous avais donnée, là, mais bien le plan de cours en bonne et due forme. Donc, entre autres, il y a c'est quoi les évaluations. Puis bon, il y a l'intro, ça c'est jamais très utile à savoir. Les travaux pratiques, on en parle un peu. Là. Moi, je dirais plutôt ce qui est important de se rappeler, c'est ça va être quoi le calendrier ici. Ici, vous remarquez que dans le calendrier, on a les cours et qu'est-ce qu'il va y avoir dans chacun des cours. Donc aujourd'hui, on est deuxième jour de la première semaine. On fait le chapitre 2. La semaine prochaine, bien sûr, on a congé. Et jeudi prochain, on va continuer le chapitre 2. Donc, ce qu'on commence aujourd'hui, on ne va pas passer à travers tout le chapitre 2. On va en parler aussi la semaine prochaine. Puis, vous pouvez voir qu'à la troisième semaine, les TP commencent. Donc, c'est ça qu'on disait la dernière fois. Les TP commencent juste à la troisième semaine. Puis, c'est pas mal ça qui est important de se rappeler là, par rapport au plan de cours. Bien sûr, vous avez les coordonnées de tout le monde, mais pour ce qui est des coordonnées, vous n'allez pas écrire énormément de courriels puisque la plateforme que vous allez utiliser principalement, qu'on va tous utiliser principalement, c'est Microsoft Teams. Donc, juste ici là, sur Moodle, vous avez les slides des cours. Fait que chapitre 1, introduction, vous avez la slide, là, ce qu'on a fait la dernière fois. Là-dedans, il y a des exemples que j'ai pas fait. Donc, l'exemple que j'avais fait avec vous sur le pseudocode, j'en avais improvisé un là, avec un œuf brouillé. Là-dedans, il y a des exemples peut-être un peu plus informatiques là, avec de la manipulation de variables, etc. Fait que vous pouvez aller le voir. Et bien sûr, c'est les slides d'aujourd'hui. Enregistrement des cours. Groupe 3, ça c'est le groupe de Benjamin. Donc je sais qu'il a mis
ces enregistrements sur YouTube, puis ensuite il les a liés sur Moodle. Je pourrais faire la même chose là, si je vois plutôt que vraiment vous voulez avoir les enregistrements des cours disponibles durant toute la session et non pas seulement durant le 2 semaines qui est fourni par Twitch. Je pourrais les mettre sur YouTube et les mettre à cet endroit-là aussi. Éventuellement, le Moodle va se faire peupler. Là, en ce moment, il n'y a rien parce que la session vient juste de commencer. On va rajouter des slides à mesure. Et comme vous voyez ici, il va y avoir le projet. Donc, on va vous parler de ça plus loin dans la session. Contrôle périodique, examen final, ressources utiles. À mesure que la session avance, on va commencer à mettre des choses dans ces trucs-là. Ensuite, pour ce qui est de la communication, ce qu'on va utiliser principalement, c'est Microsoft Teams. Donc, j'imagine que la majorité d'entre vous avaient déjà commencé à le rejoindre parce que je vois qu'on est déjà presque une centaine de personnes. Donc, c'est quasiment la majorité. Tout d'abord, vous avez probablement remarqué qu'il y a beaucoup de spam de système. C'est plus ou moins normal. En fait, c'est une feature que Microsoft est supposé d'avoir changé. Apparemment que les messages système de genre telle personne a rejoint la team, c'est supposé de plus être là depuis la dernière update, mais ça a l'air qu'on l'a encore parce que je pense qu'on est une entreprise avec Microsoft, fait que les updates arrivent plus lentement. Bref, éventuellement ça va disparaître, mais pour l'instant, il faut juste comme accepter qu'il y a du spam juste à cause du système. Je ne suis pas capable de déliter non plus les messages, chose que sur Slack, je sais que j'étais capable de faire. Ensuite, bon, c'est ça ici, Benjamin m'a mis un petit message de bienvenue qui s'était bien sûr perdu. Dans cours C02, autrement dit, le channel de questions pour le groupe 2, ça c'est notre groupe. Si vous avez des questions à me poser, genre comme ça, vous les posez dans celui-là, puis je vais essayer d'y répondre. Puis c'est pas mal ça. Si vous avez des questions sur les TP, éventuellement, il va y avoir des channels de TP qui vont se rajouter. Et ces channels de TP-là vont probablement être utilisés aussi en partenariat avec les chargés de lab durant les séances. Donc, je ne sais pas encore comment les chargés vont gérer leurs séances, mais ça risque d'être par Teams. Peut-être qu'il y en a qui vont décider d'utiliser Discord parce que je sais que dans le passé, il y en a beaucoup qui l'ont fait. Mais c'est pas mal ça. Fait qu'ici, je pourrais répondre à vos questions quand vous les posez. Fait que pas mal toutes les questions que vous avez à poser, là, pas mal toutes les communications écrites que vous avez besoin d'avoir, là, ça va être sur Teams. Je vous encourage à communiquer entre vous sur Teams. Donc, quand vous avez... vous pouvez faire des channels privés dans lesquels vous discutez entre vous. Vous pouvez... Aussi, si vous avez quelque chose à me demander, mais de façon plus personnelle, vous ne voulez pas le dire de façon publique parce que ça vous concerne juste vous, vous pouvez m'envoyer des messages privés. Là, je vais les voir puis je vais vous répondre aussi. Ok, fait que je vois qu'il y a plusieurs personnes. Ok, ben s'il y a des bugs de comment joindre le Teams, on va régler ça. On va régler ça plus tard, mais inquiétez-vous pas, tout le monde va être capable de le rejoindre. C'est pour ça que je vous dis, on utilise Teams plutôt que les courriels, parce qu'il y a déjà beaucoup de spam sur les courriels de Poly, fait qu'on va essayer de ne pas encombrer nos boîtes de messages encore plus. Et bien sûr, il y a un channel random dans lequel vous pouvez mettre n'importe quoi. Il n'y a rien encore qui a été mis parce que j'ai pas eu d'inspiration de dank memes, comme disent les jeunes, à mettre là-dessus, mais si vous avez des idées, bien sûr, vous pouvez les mettre. Assurez-vous juste que si vous visez quelqu'un, que la personne vous ait donné son consentement. Donc, vous avez le droit de me niaiser sur random parce que j'ai une tolérance au shitposting quand même assez élevée, mais faites-le peut-être pas avec les sauts chargés. Fait que ça, c'est pas mal ça pour Teams. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire autre que utilisez-le pour faire toutes les communications écrites. En passant, Teams, pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est comme un mélange de Slack puis de Skype. C'est fait par Microsoft, fait que ça inclut pas mal toutes les fonctionnalités de Skype aussi. Si vous avez besoin de vous faire des meetings vidéo, faites-les par Teams, ça fonctionne tout aussi bien qu'avec Zoom. J'ai suivi des cours qui se donnaient par Teams. Je sais que les chargés des autres sections utilisent Teams aussi. Bref, l'outil est là à votre disposition. Je vois qu'il y a plusieurs personnes qui me demandent d'avoir des enregistrements sur YouTube. Je vais m'en occuper plus tard. OK. Donc, la matière d'aujourd'hui.
Ça, c'est un rappel de ce qu'on a dit la dernière fois. J'avais fait la différence entre la mémoire vive puis le stockage, qui était anciennement appelé la mémoire morte ou le disque dur, mais le disque dur, c'est un device particulier. Fait qu'on va juste dire le stockage permanent. Puis on avait parlé du processeur, du fait que le processeur, ça contenait une unité de contrôle, qui est ce qui détermine c'est quoi qui se passe dans le processeur à quel moment. Pardon. Ouais, je viens de voir ça, en effet, j'étais muté. Hum, j'ai mappé un hotkey pour muter temporairement dans mon micro dans OBS, mais apparemment que PowerPoint a décidé de l'attraper puis de faire autre chose avec, fait que ça m'a juste muté au complet sans me release. La magie de l'informatique. Donc, comme je disais, on a l'unité de contrôle, on a l'unité arithmétique qui manipule les nombres, puis c'est pas mal juste comme ça que ça fonctionne un ordinateur. Aussi, ce que j'ai dit, c'est que toute l'information est un nombre. Tous les nombres sont représentés de façon binaire, donc 0 ou 1, parce que dans un ordinateur, le seul état que quelque chose peut avoir, c'est est-ce qu'il y a du courant ou il n'y a pas de courant. Autrement dit, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux. Vous avez déjà entendu parler justement des bits, des octets, les bytes. C'est quoi la différence? Un bit, c'est l'unité fondamentale d'information, c'est-à-dire 0 ou 1, vrai ou, faux ou vrai. Puis ensuite, un octet, c'est 8 bits. Puis en anglais, l'équivalent d'octet, c'est byte. Donc, c'est de là que viennent les termes. On a aussi le mot puis le long mot, ou le double, c'est le word et le double word. Ça, c'est un petit peu plus spécifique aux architectures. Habituellement, le terme mot, ça va plutôt vouloir dire c'est quoi l'unité fondamentale du processeur. Donc, comme j'ai dit, tout est un bit, mais dans le processeur, les registres, hein, les trucs ici qui permettent de contenir l'information, et les opérations vont s'effectuer sur des nombres d'un certain nombre de bits. Donc, sur les processeurs que pas mal la majorité d'entre vous utilisez en ce moment, si vous êtes sur un laptop ou sur un desktop, sont 64 bits. Si vous êtes sur une tablette ou sur un téléphone, vous êtes probablement sur des ARM. Majorité sont 32 bits. C'est pas super important à savoir pour l'instant, mais faites juste savoir que c'est de là que ça vient de dire quelque chose de 32 bits, quelque chose de 64 bits. Donc, comment on représente des nombres en binaire? On sait comment représenter des nombres dans la vie. Hein, quand on fait, par exemple, 142, qu'est-ce que représente 142? En passant, je vais essayer de zoomer quand je mets du texte à l'écran, mais je vous conseille fortement de regarder le stream en plein écran plutôt que de le regarder dans la petite fenêtre de Twitch, puis de seulement sortir du plein écran quand vous avez besoin d'écrire dans le chat, parce que je ne veux pas toujours avoir à penser que vous êtes sur un petit écran ou vous ne le regardez pas en plein écran. Fait, comme essayer de le regarder toujours en plein écran, ça va me simplifier la vie, pas trop avoir à y penser. Bref. Fait, qu'est-ce que ça veut dire 142? 142, ça veut dire 100 plus 40 plus 2. Chacun des chiffres va de 0 à 9. Et la position du chiffre est un multiple de la base. Ici, on est en base 10. Hein, tous les nombres qu'on écrit, vous le savez, sont en base 10. Donc, 2 ici, c'est 2 plus 0. Puis ici, le 4, ça veut dire 4 fois 10, donc 40. Puis le 1 ici, ça veut dire 1 fois 100, donc 100. En binaire, on fait la même chose, sauf que les nombres, au lieu d'aller de 0 à 9, ils vont de 0 à 1. Donc, si je veux représenter le nombre 5, en base 10, le nombre 5 a juste besoin d'un chiffre parce qu'il est plus petit que la base. Si j'ai besoin de représenter 5 en base 2, hein, parce que étant donné que je suis en binaire, je vais être en base 2, c'est-à-dire qu'il va de 0 à 1. Ce que je vais devoir faire, c'est toujours le séparer en sous-unités. Donc, ici, là, c'est toujours comme ça. C'est chacun des chiffres
dans la représentation du nombre. Ce qu'il y a à droite, ça se peut que ce soit inversé parce que je parle devant vous, là, vous avez compris. Ceux qui sont à droite dans le chiffre, ici, dans le nombre, pardon, c'est ceux qui sont de plus bas ordre. Donc, si je regarde ici ce que j'avais fait, 2 est celui de plus bas ordre, donc c'est celui qui est fois 1. Puis ensuite, ça, c'est fois 10, fois 100. Mais par 2, ça va être fois 1. Hein, fait qu'ici, quand je suis en base 10, mettons que j'ai 142, je l'écris à la verticale comme ça. Donc 142 ici, c'est 1 fois 100. 4, c'est 4 fois 10. Et 2, c'est 2 fois 1. Ça, c'est en base 10. Si je l'écris, si je veux écrire quelque chose en binaire, je vais avoir, mettons que je le mets sur 4 chiffres binaires, autrement dit 4 bits. Un bit, finalement, c'est juste un chiffre binaire. Je vais avoir quelque chose fois 100, c'est quoi? C'est 10 à la 2. Donc ici, je vais avoir 2 à la 2, donc fois 4. Donc, mettons que mon chiffre binaire, c'est ABC. On va lui donner des nombres tantôt. B fois 2 à la 1, donc 2. Puis C fois 2 à la 0, donc 1. Mettons que je décide de faire le nombre 5. Ben, je vais faire 5 divisé par 2. 5 divisé par 2, ça va me donner 2. Hein, parce que si on fait une division entière, on perd la décimale. Donc 5 divisé par 2, ça donne 2,5, ce qui en réalité veut dire 2. Donc à cause de ça, mon 5 ici, ça va être 1. Puis ensuite, une fois que je fais 2 divisé par 2, ça va me donner 0. Donc là, j'ai 0. Puis ensuite, j'ai mon 1 qui restait. Ou si on le regarde, dans l'ordre inverse, donc ici. En passant, ça se peut que vous trouvez ça un peu sec, là. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est pas vraiment de la programmation, c'est juste de l'informatique en général. C'est normal, là, il faut comme passer par là avant de comprendre ce qui se passe pour être capable de faire de la programmation. Donc 1, 0, 1, fait que si je l'écris à l'horizontale comme ça fait 1, 0, 1. Donc ça veut dire 1 fois 1 plus 0 fois 2 plus 1 fois 4, ce qui me donne 5. Donc j'ai converti 5 en base 10, c'est égal à 1, 0, 1 en base 2. Donc, l'écriture binaire, c'est la même affaire que l'écriture en base 10, juste que les chiffres vont de 0 à 1. Donc, le 1 qui est à droite ici, ou mettons que je décidais de mettre, je sais pas moi, mettons que je décide de mettre 9. 9, ça me donne quoi? Ça me donne 8, qui est comme ça ici, plus 0 fois 4, plus 0 fois 2, plus 1 fois 1. Même affaire. Celui qui est à droite, c'est celui de plus bas ordre, donc celui qui est multiplié par la puissance la plus faible, qui est 2 à la 0, donc 1. C'est toujours fois 1, là, le chiffre qui est en bas, il n'y a aucun multiple, il n'y a aucun facteur plutôt. Puis ensuite, celui qui est à gauche, c'est celui de plus haut ordre. Fait que quand vous essayez de penser à savoir c'est lequel qui est à gauche, lequel qui est à droite, faites juste vous rappeler comment vous l'écrivez normalement, c'est-à-dire que les puissances les plus fortes se retrouvent à gauche. Donc dans 142, ma puissance la plus forte, c'est le truc qui est fois 100, donc la centaine, elle est à gauche. Fait que faites juste vous rappeler que c'est comme ça que ça fonctionne le binaire. Puis vous n'aurez pas vraiment de problème. Donc ça, c'est comment on représente en binaire. Ensuite, pour additionner en binaire, on se rappelle quand on est enfant, puis on apprend à additionner, on apprend à multiplier, etc., on apprend nos tables d'addition, nos tables de multiplication. Donc, on fait juste comme apprendre que, c'est quoi toutes les formes d'addition des chiffres qui vont de 0 à 9. Donc, je le sais comme par cœur que 2 plus 5, ça donne 7. Mais quand je suis en binaire, j'en ai juste 2 chiffres. Donc, les seules opérations d'addition qui sont possibles, c'est 0 plus 0 qui est égal à 0, 1 plus 0 qui est égal à 0, et 1 plus, qui est égal à 1, oui, bien sûr,
et 1 plus 1 qui est égal à 1, 0. Hein, parce que 1 plus 1, ici, ça va nous donner 2. Mais 2, ça ne peut pas être représenté sur un chiffre en binaire. Donc, ça nous donne 1 fois 2 plus 0 fois 1, donc 1, 0. Fait qu'ici, on peut voir que dès que je sors du 0 plus 1, donc quand je fais 1 plus 1, ce que je me retrouve à avoir, c'est 0. Donc, si je le fais plus à la verticale, comme ça. Donc, mettons 1 plus 1, comme ça. Je me retrouve à faire, ça fait 0. Puis ensuite, j'ai un 1 qui apparaît ici, hein, qui carry over. Puis il se retrouve là, comme ça. Donc, de la même façon qu'on fait avec les nombres en base 10. Donc, si je fais, mettons, 5 plus 6, ça va me donner 11. Donc, ça, en réalité, ça va me donner 1. J'ai un autre 1 qui apparaît ici. Puis ça me donne 1 comme ça. Donc, ça me donne quelque chose de même. Fait qu'en fait, le binaire, c'est énormément plus simple que le décimal, donc le base 10 plutôt, parce que mes tables d'addition, ben, j'ai 3 éléments. Puis pour mes multiplications, on se rappelle que quand on est enfant, une grosse difficulté à travers laquelle il faut passer, par-dessus laquelle il faut passer, c'est apprendre ces tables de multiplication. Même moi, maintenant, étant donné que c'est rare que je fais beaucoup d'arithmétique dans ma tête, il y en a beaucoup que j'ai oublié puis que je me rappelle plus par cœur. En binaire, c'est encore là 0 fois 0 égale 0. Le son, c'est chaud. Va falloir que tu précises ta pensée. Est-ce que tu veux dire que mes niveaux sont trop hauts? Parce que je peux les baisser un petit peu. Et 1 fois 1 égale 1. Ah oui, un autre truc. Si vous trouvez au contraire que mon son il est un peu bas, pour des raisons qui m'échappent, dans Twitch, comparé à d'autres plateformes de visionnement de trucs, là, le volume par défaut n'est pas à 100%. Il est toujours à comme 60 ou 70. Fait que juste aller regarder si votre volume n'est pas au max, parce que je sais que par défaut, il ne l'est pas. Pour des raisons qui m'échappent. Je ne sais pas pourquoi. Fait que bref, pour revenir aux multiplications, ça c'est la table de multiplication en binaire. That's it. Il n'y a rien d'autre à dire. Puis ensuite, pour faire les multiplications, vous les faites de la même façon que vous les faites en base 10, mais avec des chiffres de 0 à 1. Je ne vais pas faire tout plein d'exemples d'arithmétique binaire, ne serait-ce parce que je sais que vous voyez ça en masse en INF 1500. Entre autres, vous allez probablement avoir besoin d'implémenter un additionneur ou un multiplicateur, probablement 8 bits ou un truc comme ça. Genre sur les petits dip switch. Là. Je ne sais pas s'ils vous ont fait acheter des cartes ou s'ils vous font travailler à l'école, mais bref, vous allez probablement avoir un petit cadran avec des 1 ou des 0 puis ou des LED, c'est des petites lumières. Pardon. Ici, j'ai juste fait du copier-coller puis j'ai pas pensé. Pardon. Bref, vous allez peut-être avoir des lumières, puis là, vous allez devoir contrôler les lumières, puis la lumière allumée, ça vaut 1, la lumière éteinte, ça vaut 0. Bref, je ne vais pas passer trop de temps là-dessus. Ça, c'est pas mal ça pour l'arithmétique binaire, du moins avec les entiers. Donc ici, voici d'autres exemples de conversion. Donc encore là, si je veux faire 11, je fais 1 fois 2, plutôt 1 fois 1, 1 fois 2, 0 fois 4, 1 fois 8. Puis ça me donne 11. Fait que c'est comme ça qu'on les sépare. L'autre façon de représenter les chiffres, c'est avec l'hexa. Ben, en fait, non, c'est pas vrai. Là. Les bases, il y en a une infinité. Là. Vous pouvez écrire dans n'importe quelle base. Mais les seules qu'on utilise réellement dans la vie, c'est décimales pour la vie de tous les jours. C'est celle qu'on utilise depuis qu'on est enfant. Binaire, parce que c'est comme ça que ça se passe dans l'ordinateur. Tout est un 0 et un 1. Et pour représenter du binaire, mais avec moins de chiffres, hein, pour que ce soit un peu plus compact, on va souvent utiliser l'hexadécimal. Donc le décimal, base 10, les chiffres vont de 0 à 9.
binaire base 2, les chiffres vont de 0 à 1. Et hexadécimal, donc base 16, les chiffres vont de 0 à 15. Or, en notation romaine, il n'y a pas de chiffre, de chiffre singulier qui veut dire quelque chose de plus grand que 9. Parce que là, on se ramasse avec 10, mais 10, c'est un nombre à deux chiffres. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on utilise tout simplement des lettres pour aller plus loin. Fait que ça va de 0 à 9, puis ensuite A, ça vaut 10, B, ça vaut 11, jusqu'à F qui vaut 15. Puis une fois que j'arrive à 16, ben 16, là, ça va me demander un nombre hexadécimal à deux chiffres qui va être 1, 0. Donc 10, c'est 1, 0 en base hexadécimale. En réalité, ça veut dire 16. Parce que ça veut dire 1 de plus que le chiffre maximal. Le concept est le même pour faire la conversion. La seule affaire qui est peut-être un peu plus rapide, c'est que, étant donné que l'hexadécimal est aussi une base qui est une puissance de 2, parce que le binaire base 2, c'est une puissance de 2, 2 à la 1, puis l'hexadécimal base 16, c'est aussi une puissance de 2, qui est 2 à la 4. Donc, ça fait que chaque chiffre hexadécimal peut être représenté sur exactement 4 chiffres binaires. Donc, c'est pour ça qu'ici, vous pouvez voir que F, c'est égal à 1, 1, 1, 1 en binaire. Donc, si vous voulez faire la conversion de hexadécimal en binaire, vous avez juste besoin de prendre chacun des chiffres hexadécimales puis de convertir en sa représentation binaire, les coller ensemble. Tandis que représentant en décimal, il faut faire une réelle conversion de base parce que ce n'est pas des bases qui sont aussi compatibles de façon triviale. C'est pour ça que dans la vie, on va utiliser souvent l'hexadécimal quand on veut représenter des nombres binaires, ou plutôt juste des nombres en général. On veut les représenter sur une forme qui est quasiment binaire, mais sans avoir besoin d'écrire autant de chiffres, parce que vous voyez que, mettons que je veux représenter le chiffre, le nombre 31, ça va me prendre 5 chiffres en binaire, ce qui est un peu beaucoup, tandis que j'en ai juste besoin de 2 en hexadécimal. Non, vous n'avez pas besoin de savoir ça par cœur. Vous allez finir par le savoir par cœur. À force de faire de l'informatique, vos conversions hexadécimales à binaire, à décimal, vous allez finir par pas mal les connaître par cœur. Oui, 32 en hexa, ce serait en effet... non, pardon, 32 en décimal, ça fait en effet 2 zéros en hexa, parce que ça fait 1F plus 1. Donc, si je fais, mettons, ici, mettons que j'ai 1F, puis que je fais plus 1, qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne F plus 1, ça me donne 1, 0. Donc ici, je me ramasse avec 0. Je traîne mon 1 ici. 1 plus 1, ça fait 2. Donc oui, bonne observation. Comme je vous dis, vous allez en faire beaucoup plus en INF 1500, là, de arithmétique binaire, puis de la logique, les portes logiques, tout ça. Vous avez probablement déjà commencé à avoir vos cours. Vous avez commencé à voir un peu c'est quoi la game. Vous allez voir ça dans d'autres cours. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne vais pas passer vraiment plus de temps là-dessus. Aussi, je pense qu'aujourd'hui, contrairement à l'autre séance, je vais prendre une pause, même si c'est juste un cours de 2 heures. Je vais essayer de prendre une pause au milieu parce que je me rends compte que si je parle pendant 1h30 sans arrêt à regarder une caméra, mon cerveau vire un peu en purée, puis ça fait que, si vous avez remarqué au dernier cours, durant la dernière demi-heure, dernière 20 minutes, je commençais à bégayer un petit peu puis à perdre mes mots. C'est juste parce que c'est pas super le fun d'être assis dans une chaise à regarder une caméra. C'est pas super dynamique. C'est pour ça que j'apprécie bien quand vous écrivez dans le chat, même si c'est pas pour me parler. Ça me laisse remarquer qu'il y a du monde puis que ça me tient compagnie. Parce que sinon, c'est un peu solitaire. En passant à un truc que j'ai remarqué que plusieurs faisaient, c'est pas une mauvaise idée. Si vous avez une question sérieuse à poser, vous pouvez me taguer dans le chat. Ça fait que de mon côté, ça pop un peu, là, ça fait qu'il est surligné. Comme ça, je le remarque un peu plus du coin de l'œil que vous m'avez écrit. Donc, les limitations du système binaire. À date, j'ai juste utilisé les nombres entiers et surtout les nombres entiers positifs, donc les nombres naturels. On n'a pas parlé des nombres négatifs. En théorie, on pourrait dire que si je veux représenter moins 5, moins 5 en décimale, c'est moins 5. On sait que 5 en décimale, c'est 1, 0, 1. Donc,
En négatif, moins 5, ça ferait moins 1,01. Mais le moins, c'est pas vraiment quelque chose qui est fondamentalement représenté quand on a juste des bits dans notre machine, c'est-à-dire du courant qui passe ou qui passe pas, faux ou vrai. Donc, pour être capable de représenter les nombres négatifs, on va utiliser d'autres astuces mathématiques qui sont, entre autres, le complément. Il existe deux sortes de compléments. Le complément à 1, qui n'est pas représenté ici dans la slide parce qu'il n'y a plus personne aujourd'hui qui s'en sert. C'était plus un artefact théorique qu'autre chose. On va toujours utiliser le complément à 2 pour représenter les nombres négatifs. Puis ce que ça entraîne, c'est qu'on va utiliser le bit de plus haut ordre. Donc, ici, le bit de plus haut ordre, c'est celui-là qui est à gauche. On va utiliser ça pour déterminer si un nombre est négatif ou pas. Puis tantôt, on va faire des exemples sur la conversion entre les deux. Quoique encore là, je ne vais pas passer énormément de temps là-dessus. Je veux juste que vous soyez conscients de comment on représente des nombres pour être capable de communiquer entre nous, versus comment on représente les nombres dans la machine pour qu'elle puisse les traiter. Puis ensuite, bien sûr, les décimales. Donc, j'ai parlé de nombres entiers, mais il y a aussi les nombres à virgule. Ça, c'est un petit peu plus compliqué comme problème parce que si on les écrit normalement, donc si j'ai 5.42, 42, qu'est-ce que ça représente? Ça représente 42% de 1, ou si j'avais 42,1, ça représenterait 421 millièmes de 1. Vous comprenez c'est quoi un peu le défi dans la représentation de tout ça. Si je voulais l'écrire en binaire, je pourrais me l'écrire comme ça. Donc 1,01 point, puis là, je ne sais pas par cœur faire 42. Donc, je vais utiliser Python. Python, il y a la fonction built-in qui est x et qui est bin pour faire les conversions binaires et hexadécimales. Donc, x42, ça me donne 2a. Donc, ça, c'est en binaire. Si je voulais en binaire, je suis perdu. Donc, ça me donne ça ici. Donc, je pourrais l'écrire comme ça. Ça pourrait être bon pour le présenter. C'est quand on communique, c'est lisible par lui-même, mais ça ne sert à rien. La machine, comment elle représente, elle ne sait pas c'est quoi un point, puis elle ne sait pas c'est quoi une décimale. La machine, il faut encore là utiliser des astuces mathématiques pour être capable de représenter un nombre décimal juste sur une série de 0 et de 1, sans que la machine ait besoin de savoir c'est quoi un point décimal. Parce que la machine, elle connaît juste les entiers, puis spécifiquement, elle connaît juste les entiers qui vont de 0 à 1, comme je l'ai dit depuis le début. Donc, c'est pour ça que le format qu'on va utiliser pour représenter les nombres décimaux, c'est ce qu'on appelle une virgule flottante ou un point décimal, une décimale flottante. Le concept ressemble beaucoup à ce qu'on appelle une notation scientifique. Quelque chose qu'on dit tout le temps, c'est le chiffre de plus haut ordre, point le reste du chiffre fois une base puis un exposant. Donc, en base 10, mettons en base 10, le nombre 42.69. En notation scientifique, ce serait 4.269 fois 10 à la 1, n'est-ce pas? Ben, on fait la même chose que ça, mais en binaire. Donc ici, là, pourquoi on met toujours fois 10 quand on écrit en nombre scientifique? C'est à cause que 10, c'est la base d'écriture dans le système numéral qu'on a. Ben, ici, quand on est en binaire, notre système numéral, c'est 2. Donc, la base ici, quand on écrit pour nous, quand on communique entre humains, on utilise la base 10. Donc, le B va être 10. En binaire, le B va être 2. La mantis, là, c'est un peu les chiffres significatifs, finalement. Puis le signe, ben, c'est le signe. Ça, vous comprenez. Conceptuellement, c'est ça. Encore là, on n'est pas encore dans la représentation machine de la chose, on est juste dans la représentation conceptuelle. Mais ça, c'est les éléments de base. Pour représenter dans une machine, le standard que pas mal tout le monde utilise, que tous les processeurs utilisent depuis bien des décennies, c'est le format I3E 754, qui est juste un nom de norme, qui est essentiellement comment représenter toutes ces choses-là dans un nombre qui est juste une série de bits. Je ne vais pas faire d'exemple là-dessus tout de suite.
Si vous y tenez, je vais peut-être pas en faire aujourd'hui parce que je veux pas étirer la séance plus qu'elle en a besoin. Je trouve que la dernière fois, on a déjà fait ça pendant un peu trop longtemps. J'ai quasiment pris une heure, j'ai pris un peu plus qu'une heure et demie pour présenter le cours. Ce qu'on pourrait faire, c'est faire une autre vidéo à part qui fait une coupe d'exemples. Vous allez voir, vous allez catcher quand même assez vite comment ça fonctionne. Puis sinon, n'oubliez pas qu'Internet est votre ami. Il y a beaucoup de vidéos sur YouTube et sur Internet en général qui vous montrent comment faire ces opérations-là pour faire les conversions de forme décimale habituelle à I3E 754. En passant, juste être clair, là, je suis inutile dans votre parcours. Je sais que ça paraît étrange que je dise ça, là, mais il n'y a pas grand-chose que je peux vous montrer dans le cadre de ce cours-là que vous n'êtes pas capable d'apprendre par vous-même sur Internet. En fait, la majorité des gens qui savent coder l'ont probablement fait par eux-mêmes puis n'ont pas suivi des cours. Donc, soyez pas trop stressé si vous manquez quelque chose que je dis ou s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris du premier coup ou que même si en revisionnant ma vidéo, vous trouvez que c'est juste pas clair, parce que ça arrive, je veux dire, je suis loin d'être un enseignant parfait, donc des fois j'explique des choses et je les explique mal. Utilisez Internet à votre avantage. Vraiment, le truc que je dis habituellement, qui apparemment m'a jamais mis dans le trouble, c'est assez surprenant, peu importe ce que je dis puis ce que je présente, il y a toujours un Indien en quelque part sur YouTube qui l'explique mieux que moi dans une vidéo. Fait que, comme je tiens juste à vous dire, on est là pour vous fournir une structure puis vous fournir c'est quoi que vous avez besoin d'apprendre, mais ultimement, l'apprentissage, vous êtes capable de le faire par vous-même. Donc, c'est pour ça que souvent, je vais vous dire, ah ouais, pour telle affaire, allez regarder sur Internet ou il y a des vidéos qui existent pour ça ou regardez dans la documentation. C'est parce que des fois, il y a des vidéos qui ont été éditées. Moi, je vous le dis live puis j'improvise. Mais quand on fait une vidéo puis on prend la peine de l'éditer, elle peut être beaucoup plus concise que ce que moi, je suis capable de dire en live. OK. Je vais juste changer mon aspect. OK, ça c'est mieux. Donc ça, c'est ça pour la virgule flottante. Là où vous remarquez, ici, j'ai mis un nombre de bits. Qu'est-ce qui représente les nombres de bits? C'est que je dis, j'ai un bit pour le signe. Autrement dit, 0, ça veut dire c'est positif, 1, ça veut dire c'est négatif. Donc ça, c'est différent de la représentation en complément à 2 dont j'ai parlé ici, que vous allez voir en détail dans d'autres cours. Ici, on dit, le signe est juste là pour représenter est-ce que c'est positif ou négatif. Puis c'est juste ça qu'il fait, c'est un modificateur. L'exposant, là, c'est ce truc-là ici. Donc, je dis que c'est tout le temps ma mantis fois ma base à la puissance de mon exposant. Mon exposant il est représenté ici d'une certaine façon qui fait que je suis capable de représenter des exposants négatifs. Parce que ouais, je suis pas sûr de comprendre ce qui se passe dans le chat. Je sais pas trop c'est quoi le cap. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui va faire OK Boomer puis qui va me l'expliquer rapidement. Mais mettons que je veux représenter 0.05. En notation scientifique, ça donne 5.0 fois 10 à la moins 2. Ce 10 à la moins 2 là, ben, ça me prend un exposant négatif. Donc l'exposant négatif, c'est pour ça que ce qu'on dit, c'est que pour être capable de le représenter sur un certain nombre de bits, sans que l'exposant soit lui-même un nombre à point flottant avec un bit de signe, tout ça, c'est qu'on dit, on fait l'exposant moins 127. Pourquoi 127? Parce que c'est la moitié de la plus grande valeur qu'on peut représenter sur 8 bits. Donc ici, parce que mon exposant est sur 8 bits. Donc ici, on voit 1 plus 8 plus 23, ça fait 32. Donc ça, ce serait pour ce qu'on appelle une virgule flottante, la simple précision. Donc si j'ai besoin que mettons que mon exposant, c'est le plus simple, c'est juste 0. Donc fois 2 à la 0, ça fait fois 1. Autrement dit, mon nombre il est déjà dans la bonne représentation. Je ferais moins 127 pour être capable de le mettre dans la représentation machine. Donc ici, mon exposant moins 127, ça va être quoi? C'est l'exposant moins 127 représente en fait l'exposant
0. OK. Je doute très fortement que c'est ça que no cap veulent dire, là, mais OK. Peut-être que, peut-être que je comprends pas trop ce qui se passe. Donc, encore là, je ne vais pas rentrer dans les détails. Si vous y tenez ou si on voit que c'est pertinent parce qu'il y en a qui l'ont pas fait par eux-mêmes ou qu'on veut mettre ça dans un quiz, on va vous l'expliquer un peu à part, puis je vais faire des exemples un peu plus détaillés. OK. OK, OK, OK. J'apprends des choses à tous les jours. Ça a l'air que je passe pas autant de temps sur Internet que je pensais. C'est vrai que, to be fair, je passe pas beaucoup de temps sur Twitch parce que j'ai remarqué que les chats sur YouTube, les chats, ou en fait les commentaires sur YouTube, puis les chats sur les YouTube Live, puis les chats de Twitch, ça a l'air d'être un peu une culture différente. Là, j'ai commencé à le remarquer. D'ailleurs, j'ai aussi remarqué qu'il n'y a personne qui a spammé de Kappa aujourd'hui, ce que je trouve très surprenant. Mais ouais, bref. Gamme de représentation. OK. Donc là, tantôt, j'ai parlé de nombres. J'ai fait des exemples sur des nombres de chiffres un peu aléatoires, là, sans trop que ça ait de limite. Ici, j'ai dit que par standard, on dit que la simple précision, donc le point flottant de base, c'est 32 bits, puis double précision serait 64 bits, que vous remarquez sont des puissances de 2. Donc quand vous êtes informaticien, vous allez remarquer avec le temps que vous êtes très fort pour passer en puissance de 2. C'est c'est pas mal juste comme ça qu'on finit par penser, parce que tout est une puissance de 2 finalement. C'est comme confortable. 1024, pour moi, c'est un chiffre tout aussi rond que 1000, parce que 1024, c'est 2 à la 10, qui est une belle puissance de 2. Concrètement, sur une machine, les nombres sont représentés sur une taille spécifique de bits, qui, encore là, sont toujours sur une puissance de 2. Donc, les unités fondamentales, ça va être toujours des puissances de 2 de bits. L'octet étant la plus petite, qui est 8 bits. Puis en C++, ou en fait en C, là, il est écrit en C++, mais en réalité, ça vient du C, c'est beaucoup plus vieux que ça. Il y a des types fondamentaux qui représentent justement ces tailles fondamentales-là de bits. Donc, le char, qui est en fait finalement un octet, là, un caractère qu'on représente sur 8 bits, sur un octet. Un octet, les int 2 ou 4 octets, donc c'est important de le mettre parce que dépendamment de sur quelle sorte de plateforme on est, on va mettre ça sur 2 ou 4 octets. Donc, il y a des processeurs qui ne sont pas 32 bits, qui sont 16 bits ou même qui sont 8 bits. Quand vous allez faire votre projet de première année, en espérant que cet hiver, on ne soit plus à distance, je sais que c'est certainement pas le fun de faire un projet intégrateur à distance. Votre processeur que vous allez utiliser sur votre robot, parce que oui, c'est un robot, c'est un processeur 8 bits. Donc, que la taille fondamentale de registre est 8 bits plutôt que les 32 ou les 64 bits qu'on a sur nos ordinateurs habituels. Fun fact, c'est pour ça que le Nintendo 64 s'appelle le Nintendo 64, c'est parce que le processeur était fondamentalement 64 bits, mais le bus de données était 32 bits, ce qui faisait que finalement les instructions 64 bits ne servaient pas à grand chose et n'amélioraient pas la performance. Puis ensuite, ben ça, c'est juste des termes de C. Tantôt, je préfère quelques lignes de C juste pour montrer c'est quoi. Ensuite, float double pour un float, donc un virgule un point flottant, oui, qui donne à peu près 6 décimales, 6 ou 7 chiffres significatifs en base 10 de précision, donc on voit que c'est pas beaucoup. Un double, donc un double float, 8 octets, puis un long double. Prenez pas trop ça comme du cash. Là, la dernière ligne qui dit que c'est 10 octets, autrement dit 80 bits, c'est pas tout à fait vrai. Ça dépend du processeur et ça dépend de la plateforme. Le point que je veux amener avec ça, c'est que dans la machine, les opérations ne se font pas sur des nombres arbitraires de bits comme je l'ai fait ici, où là tout à coup je mettais 3 bits, puis ensuite j'en mettais 2, puis ça se fait jamais sur des nombres arbitraires. Il y a tout le temps la taille du registre qui détermine l'opération au complet se fait sur combien. Fait que si dans mon processeur, j'ai dit que mes registres étaient 8 bits, puis que je fais 1 plus 5,
En réalité, ce que je fais, c'est 1 plus 1, 0, 1. Comme ça. Ça, c'est ce qui va se passer dans mon processeur. La moitié du registre va être vide, il ne va pas avoir de 0 dedans, mais ça ne change pas le fait que le registre lui-même, il est 8 bits. Puis toutes les opérations vont se faire sur 8 bits, dans le cas d'un processeur 8 bits. Donc, encore là, c'est ça que ça veut dire quand on dit un processeur est 8 bits. Il est 32 bits, il est 64 bits, c'est que les opérations fondamentales sur les entiers, autrement dit l'arithmétique, s'effectuent sur des nombres qui ont cette taille donnée-là. Donc, pas mal tous nos ordis sont sur des systèmes d'exploitation et des processeurs 64 bits. Toutes les additions qui se font dans les programmes 64 bits se font sur 64. Donc, c'est juste de là que ça vient. Puis ça parle aussi de la taille des pointeurs, mais on ne parlera pas de ça aujourd'hui. Donc ça, c'est ce que j'ai dit tantôt, comment représenter à l'écriture un nombre binaire versus un nombre hexadécimal. C'est juste que on utilise des chiffres différents. Donc dans le binaire, on utilise 0 et 1. Dans l'hexadécimal, on va jusqu'à f. Donc ça, c'est des exemples. Ici, vous remarquez qu'on a mis 0x, 0b. Donc, le nombre que j'essaie de représenter, c'est F4E6. Je ne sais pas ce que ça donne. Puis pourquoi je mets 0x? 0x, c'est juste la façon standard dans presque tous les langages de programmation de dire le nombre que je suis en train d'écrire, je l'ai écrit en base hexadécimale. Parce que sinon, si je suis dans une console, là, ici, puis que j'écris 1EF6, Python, il ne sait pas que ça, je suis en train d'essayer d'écrire en hexadécimal. C'est pour ça qu'il m'a dit que la syntaxe n'est pas bonne, parce que ça n'a pas de sens. Si je fais 1F6, là, il est capable de l'interpréter. Puis si je veux l'écrire en binaire, je fais 0B101, ça va me donner 5. Donc 0x, ça veut dire le nombre que je suis en train d'écrire, il est en hexadécimal, puis 0b suivi du nombre, ça veut dire qu'il est écrit en binaire. Ça, en passant, c'est équivalent. Le 0x, il est dans à peu près tous les langages de programmation qui existent. Le 0b, il est dans certains langages. En Python, vous pouvez écrire 0b, comme je l'ai fait devant vous. En C++ aussi, vous pouvez écrire 0b si vous prenez une version minimalement récente du C++. Si je ne me trompe pas, le C++ 14, donc quand même assez vieux, dans le grand ordre des choses. Est-ce qu'un 32 bits, c'est plus efficace qu'un 64 bits généralement? Oui, parce que le circuit est plus petit. Donc, si le circuit est plus petit, il y a juste moins de fils. S'il y a moins de fils, l'électricité passe à travers moins d'affaires. Donc, il y a moins de chaleur qui est dissipée. Donc, généralement, oui. Un 32 bits, c'est plus efficace qu'un 64 bits. Mettons que tu veux faire quelque chose qui est faisable parfaitement sur 32 bits. Si tu le fais sur un circuit complet, 32 bits versus un 64 bits, le 64 bits va dissiper plus d'énergie. Ne serait-ce qu'à cause des adresses puis du programme qui vont être des instructions sur 64 bits qui prennent plus d'électricité. Mais c'est pas généralement ça qui nous préoccupe. C'est une préoccupation. Est-ce que j'ai besoin d'avoir autant de bits pour faire mes opérations? C'est une très bonne question à avoir. Là où on va plutôt se poser la question, c'est pas tant sur l'énergie que ça dépense, mais plutôt la place que ça prend dans le circuit. Un circuit d'addition 32 bits va être généralement 2 fois plus petit en termes de portes qu'il faut mettre dessus qu'un 64 bits. Donc, ceux qui connaissent un peu les PC en général, là, puis qui en ont déjà qui en ont déjà monté, puis qui savent à peu près comment ça marche, vous avez probablement remarqué que les cartes graphiques disent toujours que c'est des processeurs 32 bits. Les cœurs dans une carte graphique, on s'entend que dans un processeur comme un Intel ou un AMD, whatever, il y a genre 6 à 8 cœurs là, au plus. Puis après ça, les cœurs peuvent être divisés en deux, là, mais vous comprenez le principe que ce n'est pas énormément de cœurs, tandis que dans une carte graphique, il y en a plusieurs milliers. Comment il fait pour avoir plusieurs milliers de cœurs sur une carte graphique? C'est que c'est des cœurs qui sont tellement petits, entre autres parce qu'ils ne peuvent pas faire de choses très variées, et aussi parce que la majorité sont 32 bits. Donc là, c'est une petite tangente sur laquelle je partais, mais c'est une bonne question, puis c'est une considération à avoir.
Vous allez le voir quand vous allez simuler des circuits en INF 1500, ça vous prend juste plus de portes si vous avez plus de bits. Donc, 0B, 0X pour représenter l'hexa et le binaire. Il existe le O aussi pour représenter l'octal, mais honnêtement, l'octal, on s'en sert dans vraiment très peu de choses. C'est pas super intuitif comme base, en supposant que l'hexadécimal est intuitif, mais honnêtement, avec le temps, vous allez voir que l'hexadécimal devient intuitif, même si vous n'êtes pas capable de toujours faire les conversions dans votre tête, ça devient intuitif. L'octal, c'est un petit peu moins parce que ça veut dire que chacun des chiffres représente 3 bits, puis 3 bits, c'est pas une puissance de 2, puis en informatique, on n'aime pas ça, les choses qui ne sont pas les puissances de 2. Faire des manipulations en Python, on va prendre une pause. En fait, je l'ai déjà faite devant vous, mais on va en faire plus. On va prendre une pause d'exactement 10 minutes parce que je commence déjà à être écœuré de parler, puis j'ai besoin de m'étirer un peu les jambes. Donc, on revient là en ce moment sur ma machine, il était 37. Donc, on va revenir à 47. Plus ou moins, là, give or take une minute. OK, donc à tout à l'heure.
Donc, nous sommes de retour. Ah ouais, la musique. Mon piano est branché dans mon ordi, fait que des fois je peux m'amuser, hein. Bref. Ok, donc manipulation en Python. Comme je dis, aujourd'hui, quelqu'un me l'avait demandé la dernière fois, est-ce qu'on a besoin de télécharger quelque chose? Non. Ça fait que je m'attends pas à ce que vous ayez tous une bonne distribution de Python installée sur votre machine en ce moment. Si vous voulez faire du Python en même temps que moi, ou si vous voulez essayer des trucs, puis que vous n'avez pas de Python installé, faites-le pas tout de suite, là, ce ne sera pas prêt avant comme une demi-heure, là. Ça prend du temps à installer une distribution de Python. Ce que vous pouvez faire, c'est juste aller sur Internet, faire genre Online Python Console, quelque chose de même. Mhm. J'en ai pris une au hasard, là. C'est celle qui est sur le site officiel de Python. Puis là, je peux faire, par exemple, 5 x 8 ou 0B101, ça me donne 5. Donc 0B101 fois 0B10, autrement dit 5 fois 2, ça me donne 10. Vous comprenez le principe. Fait que si vous voulez en faire en même temps que moi, mais que vous n'avez pas pris la peine d'en installer une sur votre machine, allez-y avec une console en ligne. Comme on avait dit au premier cours, l'environnement Python, la distribution Python qu'on suggère fortement dans le cours, parce que c'est celle-là qu'on va utiliser, c'est celle-là qu'on va assumer que vous avez pour, entre autres, les librairies qui sont faciles à installer avec, ça va être Anaconda. Donc, faites juste regarder comment installer Anaconda. Je ne vais pas faire un tutoriel devant vous parce que, honnêtement, ça ne servira pas à grand-chose. Puis, de toute façon, vous allez juste voir un exemple pour Windows parce que ça tombe que moi, je suis sur Windows. Mais j'imagine qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont sur une distro Linux quelconque, probablement Ubuntu. Est-ce qu'il y a du monde sur Arch Linux? Je veux voir dans le chat s'il y a du monde sur Arch Linux. Je serais quand même très surpris s'il y a des hardcore qui font ça. Ah ouais, la TI 80, là. Yeah. Ouais, faut être masochiste ou faut être développeur, là. Surtout développeur de kernel, là. En fait c'est vrai que probablement toutes les personnes que j'ai connues qui étaient sur Arch n'étaient pas nécessairement super normales comme développeurs. Peut-être que c'est un signe. Remarquez que je suis très loin d'être normal, puis pourtant j'utilise la chose la plus normie ever, c'est-à-dire Windows, hein. Donc, manipulation en Python. Donc, j'ai montré là, rapidement comment être capable de faire ici, utiliser la notation binaire, la notation hexadécimale, puis bien sûr, pour être capable de passer de l'un à l'autre. Donc là, j'ai toujours passé de ma base binaire, puis le Python, quand il m'affiche quelque chose, il me l'affiche toujours en base 10 parce que Python aime ça afficher des trucs en base 10. C'est comme la façon de faire par défaut pour transmettre de l'information à un humain. Si je veux, j'ai quelque chose, puis je veux le représenter dans une autre base, il y a des fonctions en Python. Encore là, c'est pas grave si vous ne comprenez pas c'est quoi une fonction, là. Faites juste comme apprendre des formules magiques pour l'instant, puis ça va être correct. Si j'ai par exemple 142, puis je veux savoir qu'est-ce que ça donne ça en hexadécimal, c'est ce que j'ai dit tantôt, on peut faire x. Puis là, vous voyez pourquoi ça me met des guillemets autour. Ça, c'est à cause que ce qui m'a retourné en réalité, c'est pas un nombre, c'est une chaîne de caractères. Donc, on va voir dans quelques minutes c'est quoi une chaîne de caractères, puis plus spécifiquement, c'est quoi un caractère. De la même façon, je peux faire bin 142, puis ça va me donner c'est quoi que ça vaut en binaire. Puis lui, il me rajoute le 0x devant. Fait que ça, c'est des manipulations qu'on peut faire. Aussi, en Python, comme vous avez remarqué, je peux faire, mettons ici, je peux faire A égale 42, puis il va juste mettre 42 dans A.
puis je peux B égale 69, il va mettre 69 dans B. Si je fais A divisé par B, puis c'est là qu'il y a une différence avec d'autres langages plus bas niveau. 42, c'est un entier. 69, c'est un entier. Dans la majorité des langages de programmation, quand on fait des divisions entre les entiers, entre des variables qui sont de type entière ou des littéraux qui sont de type entier, ça va faire ce qu'on appelle une division entière. Donc, une division qui enlève le reste. Donc, c'est comme je disais tantôt, 5 divisé par 2, ça donne 2 plus 1. Tu sais, 2 reste 1. Puis le reste, ben, il s'en va. Il part. Fait que c'est pour ça qu'on dit en division entière, 5 divisé par 2, ça donne 2 plutôt que 2.5. En Python 3 spécifiquement, parce que je sais qu'en Python 2, c'était le même avant, il va me faire la division en nombre à points flottants. Donc ici, si je regarde le type réel de A, ça va me dire que c'est un entier, puis le type réel de B, ça va me dire que c'est un entier. Int, en passant, ça veut dire integer, donc entier en anglais. Donc c'est integer et non pas integer. Juste sachez de le prononcer comme il faut, parce que sinon il y a bien du monde qui vont vous trouver gossant. Mais quand je fais A divisé par B, il me fait ça comme un point flottant. Parce qu'il sait que intuitivement, à part si tu es vraiment habitué de programmer en C, quand tu divises deux nombres, tu t'attends à le diviser au complet et non pas faire une division entière. Si vous voulez faire une division entière spécifiquement, vous faites avec deux barres comme ça. Donc deux barres obliques. Étant donné que 42 divisé par 69, c'est sûr que ça donne 0, parce que ça me donne 0, quelque chose, ça me donne 0.6, donc arrondi à 0. Donc, c'est pas mal ça. Manipulation des nombres. Comme je vous dis, il y a le hex, il y a le bin pour être capable de le représenter, puis il y a le 0b et le 0x pour être capable de l'écrire. C'est pas mal juste ça que j'ai à dire pour représenter les nombres. Là. Il y a beaucoup de choses à dire sur la représentation des nombres en Python qui va au-delà de ça, là, mais mettons, pour l'instant, ça suffit. L'autre partie, puis c'est là-dessus, dans le fond, qu'on va finir pour aujourd'hui, ça va être les caractères. Puis ça, on va revenir là-dessus au cours prochain, parce que là-dessus, je vais faire la base, quelques exemples. Au cours prochain, dans la première heure, on va revenir là-dessus, puis on va faire plus d'exemples. Donc, qu'est-ce que je dis sans arrêt depuis la première minute du cours de lundi? C'est, dans un ordinateur, tout est un nombre. Peu importe qu'est-ce que ça représente dans le nombre réel, tout est un nombre. Plus spécifiquement, des nombres qui sont faits de chiffres de 0 à 1, des nombres binaires. Donc, une lettre, ça n'existe pas dans l'électricité, une lettre. Il faut que ça soit représenté par des bits. Autrement dit, par un nombre. Fait que ce qu'on fait, étant donné qu'il n'y a pas de façon mathématique, magique ou intuitive, naturelle de représenter une lettre sous forme de nombre, bien, on fait juste dire, OK, ben voici un standard dans lequel chacune des lettres de l'alphabet, à la fois minuscule et majuscule, est représentée par un nombre en particulier. Puis on va s'arranger pour que ça ait un ordre qui a à peu près du sens. Donc là, je vais juste changer mon aspect ici. Pardon. Donc ici, le nombre A, la lettre A est représentée par un nombre, puis là, ça va dépendre de quel genre d'encodage qu'on veut utiliser. C'est ça qu'on appelle un encodage. C'est quoi la correspondance lettre-nombre qui permettent de représenter des caractères. Un caractère, c'est comme une lettre, ou en fait, c'est quelque chose qui n'est pas un nombre, qui sert à représenter du texte. Les chiffres décimaux, il ne faut pas oublier que le nombre 0, qui dans la machine est 0, c'est juste un paquet de 0, tu as le nombre 2 qui dans la machine est 0, 0, 0, 0, c'est un paquet de 0, puis 1, 0. Mais il y a aussi la lettre 0, puis la lettre 1. Quand j'écris ici, là, mettons que je suis dans un truc d'édition de texte, là, quand j'écris 1 ici, ce que je suis en train d'écrire, c'est 1, mais en texte. Fait que c'est comme la lettre 1. Fait que la lettre 1 va avoir un code, de la même façon que la lettre A et la lettre B majuscule, qui va être différent de 1. 1, c'est pas représenté par la lettre 1.
Ensuite, tu as tous les autres trucs qui sont possibles de représenter dans du texte, donc la ponctuation, de la ponctuation, des caractères spéciaux. Les emojis, c'est représenté par des nombres qui sont standards. C'est ce qu'on appelle le standard Unicode. On va voir ça tout à l'heure. Quand vous écrivez, tu sais, des bons vieux textos, là, des SMS, là, ça passe par des réseaux cellulaires. C'est quand même de la vieille technologie, là, on s'entend. De la technologie qui est moins dynamique que l'Internet. Comment ça se fait que je peux écrire des emojis sur mon téléphone de 2000 quelque chose à un iPhone qui est dans un autre pays, puis l'emoji va se faire représenter correctement quand même? C'est parce que chacun des emojis a son propre code. Les emojis sont des lettres, finalement. Puis toutes les lettres sont représentées par des nombres. L'encodage de base qui est presque toujours utilisé, vraiment de base, c'est ce qu'on appelle le ASCII, qui est juste un acronyme pour un comité de standardisation américain, qui a été créé en 63. Le standard a été créé en 63, donc on peut remarquer que c'est quand même assez vieux. Hein. On se rappelle que l'informatique, même si c'est juste devenu populaire, disons, dans les années 80-90, ça existe depuis les années 50. C'est juste que dans ce temps-là, il y a juste les académiques qui savaient c'était quoi l'informatique puis qui s'en servaient. Ce qui est entre autres pourquoi la première série de Star Trek était assez impressionnante dans son utilisation des ordinateurs, parce qu'il n'y a personne dans le commun des mortels qui savait c'était quoi un ordinateur en 1960 quelque. Donc, qu'est-ce que c'est le ASCII? C'est que ça dit, on va prendre 128 bits, pas 128 bits, 128 nombres différents. Autrement dit, ça rentre sur 7 bits. Hein, ça va de 0 à 127. Donc, si ici on regarde en décimale, ça va jusqu'à 127, là, ici en bas à droite. Pourquoi 7 bits? Parce que quand ça a été créé, ça a l'air qu'il y avait des ordinateurs qui avaient beaucoup de processeurs sur 7 bits, puis que ça avait du sens de faire des trucs sur 7 bits. Aujourd'hui, on fait tout en puissance de 2, mais dans ce temps-là, ça coûtait cher de mettre un bit de plus dans des trucs, fait qu'ils gardaient ça un strict minimum. Puis on peut voir qu'il y a une correspondance. Si vous regardez dans la table, on peut voir par exemple que le A minuscule est égal à 97 en décimale, le A majuscule est égal à 64, à 65. T'sais, le majuscule puis le minuscule, c'est deux lettres différentes parce que c'est pas le même caractère. Puis ensuite, bien sûr, on a les nombres. Donc, la lettre 0, c'est 48, etc. Ça, c'est un standard. C'est quelque chose qui est universel dans le sens qui est accepté universellement, mais c'est pas parce que ça a un sens fondamentalement mathématique, magique. C'est juste, on s'est mis d'accord là-dessus. Ils sont où les 32 premiers caractères? C'est une très bonne question. À la base, 1963, là. En 1963, il n'y avait pas des tonnes d'écrans. Hein. Dans ce temps-là, c'est ça que je vous disais au dernier cours. Les écrans, c'était pas vraiment une chose qui existait à part genre les écrans de radar. Fait que c'était quelque chose de très spécifique qui n'était pas fait pour afficher du texte puis des trucs spécialisés, des trucs génériques. C'était pas mal juste des imprimantes qu'on avait dans le temps pour faire sortir de l'information d'un ordinateur. Fait qu'en réalité, là, si vous regardez ici, les premiers... oui. Oh, ok, excusez, j'avais oublié qu'il y avait mis une transition dans la slide. Donc les 32 premiers caractères ici, vous regardez qu'est-ce que ça veut dire. Start of heading, vertical tab, carriage return, c'est pas des lettres ça. Ce que c'est des commandes. Donc ça, c'était des caractères de commande qui étaient faits pour contrôler l'imprimante. Donc le null, c'était juste pour indiquer un caractère nul. Donc typiquement, le null était là pour indiquer la fin d'une chaîne de caractères. Parce que c'est le nombre 0, fait que c'est comme le nombre le plus petit, le nombre de base. Ensuite, Audible Bell. Physiquement, dans les machines, puis là, je sais que sur les Windows modernes, ça ne marche plus nécessairement, mais sur les anciens Windows, puis sur les anciens Linux, quand tu essayais d'afficher dans une console le caractère 7, ça faisait physiquement buzzer le petit speaker qu'il y a sur votre motherboard. Parce que c'était le caractère de contrôle qui faisait un bip. Ceux qui sont peut-être plus importants de connaître, c'est form feed, plutôt line feed et carriage return.
Ça, c'est des trucs qui étaient là pour indiquer à l'imprimante de changer de ligne. Puis maintenant, alors qu'on n'utilise plus des imprimantes juste pour imprimer du texte brut, là, maintenant on a des écrans, puis on a des consoles, etc. On utilise encore ces caractères-là, le line feed puis le carriage return, pour indiquer la fin d'une ligne. Donc, ici, si je fais, mettons, print, puis là, je vais faire un truc magique qu'on n'a pas encore vu parce qu'on va le voir la prochaine fois. ABC \n DEF. Ça me fait ABC, changement de ligne DEF, parce que \n représente line feed, qui représente change de ligne. Donc, ce qui était utilisé pour les imprimantes dans le temps, on utilise maintenant pour nos consoles. Je me pose la question, si je fais backslash... C'est-tu backslash B? Non. Non, ça ne le fait pas, malheureusement. Je me demandais si ça allait faire buzzer mon ordi. Bref. Fait que sont là les 32 premiers chiffres. C'est juste des caractères de contrôle qu'on n'utilise plus aujourd'hui. Les seuls qu'on utilise, c'est le null, le tab, hein, le tab horizontal, celui qui est là. Hein, quand vous écrivez du code, vous allez souvent utiliser un tab, une tabulation qu'on appelle pour indenter votre code. C'est un caractère de contrôle. L'espace, c'est comme un caractère de contrôle, mais à la fois une lettre. T'sais. Fait que ça, il y a des espaces blancs là-dedans. Fait que c'est pas mal ça. Puis ensuite, ben, si on mélange des encodages qui ne sont pas compatibles, donc là, j'ai présenté le ASCII. De nos jours, le ASCII, c'est celui qui est interprété comme l'encodage de base. Dans le fond, que si tu ne spécifies pas l'encodage pour quelque chose, tu peux assumer au moins que c'est un ASCII. Parce qu'il est très répandu aujourd'hui. Quand ça a été créé, encore là en 1963, bien avant l'Internet, bien avant que les gens communiquent les choses de façon aussi efficace qu'elles le font aujourd'hui, pas mal chaque pays, ou plutôt, disons, chaque langue, avait son propre encodage. Parce que dans le ASCII, là, si on remonte ici, vous voyez qu'on n'a pas nos accents pour nous autres en français. Or, le E accent aigu, c'est pas la même lettre, c'est pas le même caractère que le E. Et ainsi de suite pour toutes les autres. Donc, le ASCII n'est pas suffisant pour représenter du français. Fait que si vous voyez des vieux systèmes qui ne sont pas capables de représenter les accents, c'est probablement, entre autres, à cause qu'en arrière, c'est tout représenté en ASCII, puis ils ne peuvent juste pas physiquement représenter autre chose que les 128 lettres que vous avez devant vous. Donc, si on a un programme qui est encodé en ASCII, puis on essaye de le passer dans un encodage différent, ça va faire du garbage comme ça parce qu'il ne va pas être capable de l'interpréter. Aujourd'hui, on n'en voit plus beaucoup, des encodages un peu ésotériques, mais dans le temps, tu sais, en japonais, avant qu'ils adoptent l'Unicode, qui est vraiment la chose internationale que tout le monde utilise maintenant, les Japonais avaient leur propre encodage qui était sur 16 bits, si je ne me trompe pas, ou en tout cas, il était sur plus que 8 bits. Je ne me rappelle plus s'ils l'avaient mis exactement sur une puissance de 2, mais le point étant qu'il y avait leur propre encodage qui était complètement différent du ASCII, puis qui n'avait pas nécessairement les mêmes caractères, parce que bien sûr, eux autres, ils ont un alphabet différent. Les Soviétiques avaient leur propre encodage aussi, bien sûr, parce qu'ils ont un alphabet différent, et ainsi de suite. À un moment donné, il a fallu mettre tout ça ensemble, puis c'est là qu'on est arrivé à l'Unicode, qui est probablement un terme que vous avez déjà entendu. L'Unicode, c'est ce qui disait, OK, là, tout le monde est rendu avec son propre encodage. C'est pas le fun. Tout le monde est perdu. Ça fait des gros problèmes de compatibilité. On est maintenant comme ça. L'Unicode, ça a été créé dans les premiers moments, me semble, de l'Internet. Là, ça a été créé dans les années 90. C'était un effort de rassembler tout ce qu'on appelle des code pages ou des code charts, ou bref, des tables d'encodage, de façon universelle, dans un seul encodage qui est capable de représenter toutes les lettres de tous les alphabets qui existent, sans avoir besoin de faire des conversions bizarres de pages d'encodage propriétaires, parce que même certaines compagnies avaient leur propre encodage. Bref, c'était vraiment mêlant. L'Unicode a été créé pour régler ce problème-là. Puis c'est pour ça que l'Unicode a autant de caractères dedans, 143 000 caractères, disons, en ce moment. Là. Il y en a toujours qui se rajoutent à chaque quelques années. Là-dedans, il y a des caractères assez ésotériques. Et il y a, entre autres, les emojis. Donc,
Quand il y a un emoji sapin de Noël qui est créé, c'est parce qu'il y a un comité international qui a dit OK, on va mettre dans notre standard international très sérieux de compatibilité des systèmes informatiques un caractère qui représente un sapin de Noël. Vous pouvez imaginer les discussions qui se font dans ce comité-là. En fait, il paraît que c'est des fois assez énergique comme discussion parce que les emojis sont très controversés. C'est comme facile d'avoir une opinion là-dessus versus des trucs plus sérieux. L'Unicode, concrètement, à la base, c'était fait pour être encodé sur 16 bits, mais depuis quand même un bon bout de temps, ça ne rentre plus sur 16 bits. Donc 143 000 caractères, là, si vous faites un peu d'arithmétique dans votre tête, vous voyez que 16 bits, c'est quoi que ça peut représenter? C'est genre 65 000 quelque chose. 65 535, si je ne me trompe pas. Ça, c'est le nombre maximal qu'on peut représenter sur 16 bits. Or, on en a besoin de 143 000, donc on a besoin de plus que 16 bits. C'est pour ça que maintenant, on n'est plus capable de représenter ça sur des mots de juste 16 bits. Donc, il faut faire des trucs un peu funky en Unicode. Quand je donnais l'ancien cours de programmation, j'avais fait un travail pratique sur la conversion d'Unicode d'une forme à une autre. Ce que je veux que vous reteniez de ça, c'est que maintenant, on est rendu avec un standard universel, international de représentation des lettres dans un encodage en nombre. Et, particularité de l'Unicode, les 128 premiers caractères, c'est l'ASCII. Donc, c'est pour ça que je vous dis, quand vous ne savez pas c'est quoi l'encodage de votre truc, habituellement, on va assumer que c'est de l'ASCII. C'est parce que si on représente de l'ASCII en Unicode, les chiffres, les nombres ne changent pas, les codes ne changent pas. Fait que c'est pas mal juste ça pour l'Unicode. Si je fais juste rapidement des petits exemples en Python, ce que vous pouvez faire en Python, si vous faites, mettons que j'ai, excusez, je vais juste refresh ma console parce qu'elle commence à être un peu mêlante. Mettons que j'ai la chaîne de caractères A. Donc la chaîne de caractères A, donc le caractère A, la lettre A. Si je veux obtenir son code ASCII, ou en fait son code Unicode, là, il y a la fonction built-in ord, c'est pour ordinaire, A, qui est 97. Donc si on va voir dans notre table qu'on a vu tout à l'heure, ici, le A minuscule est bel et bien 97. Puis si j'en ai besoin de faire le contraire, je me rappelle plus trop. Attends, c'est-tu char 97? Yes, c'est ça. Donc CHR, ça permet de convertir du code ASCII à la lettre. Donc 1, c'est 1. La lettre 1, c'est 49. Vous comprenez le principe. Petit exercice qu'on peut faire. Puis en fait, je pense que je ne vais pas le faire aujourd'hui parce que je suis un peu tanné de parler, franchement. Je trouve que la séance est peut-être un peu étirée. On va faire ça au prochain cours. Je vous conseille très fortement d'essayer de le faire par vous-même. Pas en Python, là, mais juste un algorithme. T'sais, vous l'écrivez en pseudocode ou juste pour vous. À partir de la table ASCII, puis vous n'êtes pas obligé de prendre celle qu'il y a dans les notes de cours. Prenez-en une sur Internet. Là. Celle-là n'est pas super bien formatée. J'aime pas la fonte qu'elle utilise. Là. Ça ressemble à du Courrier New, qui est une fonte qui devrait être abolie, puisqu'on en a des bien meilleures. Essayez de faire un algorithme qui transforme une lettre minuscule en majuscule. Donc, indice, les lettres majuscules sont exactement dans le même ordre dans la table que les lettres minuscules, mais partent à des endroits différents. Fait que je vais vous laisser comme jouer avec ça de votre côté. Moi, j'ai pas vraiment autre chose à dire aujourd'hui. Fait que ce que je vais faire, je vais attendre qu'il y ait quelques questions dans le chat, comme j'ai fait la dernière fois. Puis on va probablement juste s'arrêter là. Donc juste ici.
en attendant, vous parler d'Anaconda. Donc, Anaconda, c'est quoi? C'est une distribution, parce que Python, c'est juste un langage, mais le langage vient avec un interpréteur. Mais installer l'interpréteur, c'est un peu plus compliqué que ça en a l'air. Mais il y a des distributions qui existent, qui sont différentes de juste la distribution officielle qui est disponible sur le site de Python, qui permet de packager ensemble des librairies externes de Python qui sont autrement un peu dures à installer. Fait que moi, ce que je vous dis, Anaconda Python Distribution, mettons. Vous la downloadez, vous suivez les instructions. Si vous moffez quelque chose, vous pouvez juste aller regarder des tutoriels qui pourraient peut-être vous donner des trucs un peu plus spécifiques. Entre autres, je ne l'ai jamais fait sur Mac d'installer Anaconda, donc je ne pourrais pas vous dire par cœur c'est quoi les problèmes courants qu'il y a là-dessus. Je ne suis pas un gros utilisateur de Mac. Est-ce que PyCharm, on a accès à Anaconda ou serait-il mieux d'installer Anaconda? Ouais, ça c'est un autre truc, c'est là que j'en arrivais. Jusqu'à présent, juste pour faire des exemples vite, je le faisais directement dans l'interpréteur de Python, donc dans la console. Mais comme j'avais dit la dernière fois, dans la vie, on essaye plutôt d'écrire comme ça là, dans des fichiers, puis de conserver ce code-là, puis d'être capable de s'en servir. Donc, mettons que je veux faire A égale 42, B égale 69. Là, je suis en Python. Là. Je suis dans un fichier Python. Print A plus B. Autrement dit, ça me donne 111. Ben, ça, c'est un fichier que j'ai passé à l'interpréteur, puis que je lui ai dit, interprète-le. Des environnements de développement permettent de faire ça. Donc là, je l'ai fait dans mon Notepad++, tout bête, juste pour donner des exemples. Les autres populaires qui existent, c'est comme quelqu'un l'a dit dans le chat, PyCharm. C'est probablement le plus populaire parce qu'il est multiplateforme. Donc dans le cours, utilisez PyCharm parce que je sais que les chargés de lab, c'est probablement ça qu'on va utiliser. Si vous êtes habitué de faire du C#, pour ceux qui en ont fait, vous êtes probablement habitué d'utiliser Visual Studio. L'environnement Python de Visual Studio est quand même excellent aussi. Donc, moi, j'ai tendance à utiliser Visual Studio pour faire mon Python. Dans le cadre du cours, je vais essayer de faire le plus possible mes exemples avec PyCharm, juste pour ne pas trop vous mêler. Mais moi, j'ai utilisé beaucoup Visual Studio. Fait que pour PyCharm, ça ne vient pas nécessairement avec un interpréteur. Fait que installe Anaconda, puis ensuite installe PyCharm, parce que si tu installes juste PyCharm, il va te proposer d'installer la distribution officielle de Python, qui ensuite rend les choses un peu compliquées pour les librairies scientifiques, entre autres NumPy. NumPy n'est pas le fun à installer avec Python par défaut, mais avec Anaconda, ça se fait pas mal tout seul. Ah oui, il y a Visual Studio Code. Donc moi, quand je disais Visual Studio, je voulais parler de Visual Studio, le vrai, l'éditeur de C++, C#. Hein. Mais il y a aussi VS Code pour lequel vous pouvez installer des plugins qui permettent de faire du Python aussi. Moi, j'ai plus tendance à utiliser le Visual Studio, c'est le vrai Visual Studio, mais le désavantage, c'est que c'est juste sur Windows. Fait que, même si c'est très puissant, c'est juste sur Windows. Fait que, ouais. Visual Studio Code, PyCharm, c'est pas mal les plus utilisés là, en ce moment. Les labs débutent, c'est écrit dans le plan de cours, ça débute pas la semaine prochaine, mais l'autre d'après. En passant, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi PyCharm, mais qui ont déjà codé dans d'autres langages, là, ça ressemble énormément à IntelliJ. C'est fait sur la même base de logiciel. Donc, c'est une interface très similaire, c'est basé sur IntelliJ. Donc, ouais, moi, je dirais, ne serait-ce que pour simplifier les choses, utilisez PyCharm parce que c'est multiplateforme et ça fonctionne très bien. Moi, je vous dis juste parce que, par habitude, j'utilise Visual Studio à cause que j'ai fait tellement de C++ que je suis juste habitué de travailler là-dessus. Fait que ça me permet de ne pas apprendre un nouvel environnement puis de ne pas avoir à changer mes couleurs, tout ça. Là. Fait que ouais. Fait que TLDR, si vous voulez coder en Python pour la prochaine fois, installez Anaconda, installez PyCharm, puis vous allez être en business. Suivez les tutoriels, utilisez Google pour troubleshoot les trucs, puis vous ne devriez pas avoir trop de problèmes.
Donc, c'est ça que je vous dis là. Quand je dis c'est fait par JetBrains, c'est parce que c'est basé sur l'IDE de JetBrains, qui est donc ce qui est utilisé comme base pour IntelliJ et pour CLion. Pour ceux qui ont fait du C++ et qui ont peut-être utilisé CLion, c'est encore là une interface très similaire. On va faire plus d'exemples au prochain cours dans lequel je vais utiliser à la fois PyCharm. Je vais peut-être faire des exemples dans Visual Studio, pourquoi pas, tant qu'à y être. Puis aussi juste dans la console. 32 ou 64 bits 64 bits, toujours. Généralement, vous utilisez la longueur de mots qui correspond à votre machine. Puis je suis prêt à parier de l'argent qu'il n'y en a pas beaucoup d'entre vous qui sont sur des laptops ou des desktops 32 bits en ce moment. Là. Donc, ouais, 64 bits, toujours. Je vois qu'il y a quelqu'un qui dit qu'il utilise Spider. Attends, c'est quoi Spider déjà? Spider IDE. C'est basé sur quoi ça? Huh. C'est fait en Qt, ok. Vous pouvez, ouais, je pense que vous pouvez pas prendre autre chose que la version Community pour PyCharm. On n'a pas de licence avec l'école. Visual Studio, en revanche, on a une licence avec l'école. Fait que si vous avez besoin de faire du C# ou du C++, puis que vous avez besoin de Visual Studio, vous n'êtes pas obligé de prendre la version gratuite. Vous pouvez prendre la version de l'école, qui est dans le fond la version Enterprise ou non, la version Education. Bref, la version complète, là, vous avez tout dedans. Spider installe en même temps Anaconda. Non, c'est juste parce que je regarde l'interface, puis l'interface, ça ressemble très vaguement à Eclipse, mais je suis pas mal sûr que c'est pas basé sur Eclipse. Mais bref, honnêtement, on s'en fout, là. C'est juste que si vous utilisez un environnement avec lequel les chargés de lab sont pas familiers, ils vont avoir de la misère à vous aider à débugger. Mais en même temps, c'est un peu votre job d'apprendre comment se servir d'un environnement. Là. Dans la vie, vous n'allez jamais vous servir d'un seul environnement. Vous allez devoir en apprendre un paquet, puis vous allez devoir être capable d'apprendre à utiliser un environnement rapidement. Fait que, utilisez celui que vous voulez. Là. Ultimement, c'est pas super important du moment qu'il fonctionne bien. Ah, vous dites qu'il est distribué avec Anaconda. Ah, peut-être. Mais il faut dire que moi, j'ai utilisé une version d'Anaconda très bare bones. C'est peut-être pour ça que j'ai pas remarqué que j'avais Spider. Attends, est-ce que j'ai Spider? Ah, ben oui, je l'ai. Ah, j'avais jamais remarqué que je m'en suis jamais servi. J'ai toujours utilisé Visual Studio. Lol. Mais non, je vais essayer de faire mes exemples dans PyCharm juste pour pas vous mêler. Mais ça se peut que des fois, je les fasse dans Visual Studio. C'est le cours théorique, là. Je suis pas là pour vous montrer à vous servir d'une console ou de vous servir d'un environnement. C'est pour ça que vous avez des travaux pratiques. OK. Bon, ben, il n'y a pas l'air d'avoir d'autres questions. Fait que sur ce, on va se revoir la semaine prochaine. Donc, je vous rappelle que lundi, il n'y a pas d'école parce que ça tombe que la fête du travail est supposée être le premier lundi de septembre. Puis le premier lundi de septembre, il est un petit peu tard cette année. Donc, on a un congé à la deuxième semaine. Donc, cours prochain, ce qu'on va faire, c'est terminer le chapitre 2. Donc, je vais faire un peu plus d'exemples de chaînes de caractères puis de conversion de nombres, etc. Quoique ça n'aura pas besoin d'aller très loin. Ça va être finalement juste une introduction au Python puis à la manipulation de chaînes de caractères en Python. Pour, mettons, la première heure, là, la première moitié, la deuxième moitié, je vais introduire le GitHub qu'on va utiliser pour le reste de la session pour faire des exercices ensemble. Puis rendu là, je m'attends à ce que vous ayez un environnement fonctionnel puis que vous ayez été capable de faire un Hello World en Python. Là. Donc, si vous êtes... J'ai pas fait d'exemple, là, mais tantôt, si je fais juste print une string comme ça affiche la string. Donc, si je veux faire ce qu'on appelle en programmation un Hello World, c'est juste, est-ce que je suis capable d'afficher la phrase Hello World?
Fait que c'est comme ça que vous le faites en Python, là, c'est print pour des raisons historiques que j'ai présentées avant. Ce que vous avez besoin de préparer, c'est vraiment avoir un environnement Python qui fonctionne, puis que vous êtes capable d'utiliser, puis que vous avez été capable de setuper. Ça peut prendre plus de temps que vous pensez, surtout si vous n'êtes pas habitué de dealer avec des environnements. Je sais que PyCharm et Anaconda sont quand même assez foolproof, mais vous pourriez avoir des problèmes de genre « Ah, je trouve pas mon interpréteur » ou suivez les tutoriels, utilisez Google, prenez le temps de le faire, faites pas ça comme 5 minutes avant le cours. Fait que c'est juste à ça que je m'attends. Parce que sinon, on continue la matière, là, vous n'avez pas besoin de lire la nouvelle matière. C'est plus tard, à partir de la semaine prochaine puis de la semaine d'après, qu'on va se mettre à avoir des vidéos, puis qu'on va peut-être pas juste lire les slides avec vous. Donc, OK. Bon, ben sur ce, on va se laisser pour cette semaine. Merci d'avoir été encore là en relativement grand nombre aujourd'hui. Je vois qu'on est beaucoup moins nombreux que la dernière fois, mais c'est correct. Là, du moment que j'ai du monde, ça fait mon affaire. Je sais que c'est ennuyant. Là. Je suis parfaitement conscient. Là. Moi aussi, je m'endors à force de vous parler de bits, puis d'octets, puis de caractères ASCII. Là. Je sais que c'est un peu sec. Mais bref. On se revoit la semaine prochaine. Le cours prochain qui est bel et bien jeudi prochain. Là. On n'a pas de cours lundi. Donc, à la même heure jeudi prochain. Le calendrier est dans le plan de cours. Là, je tiens juste à vous le rappeler. Puis dans votre dossier étudiant. Donc, on se revoit jeudi prochain. Merci d'avoir été là. Bonne fin de journée et soyez sages.